Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous en bonne santé et en pleine forme pour ces fêtes qui s'annoncent un peu réduites, mais n'ayant pas, j'espère, le joyeuses et en pleine santé. Donc, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Claude Benoît, donc directeur du Club des entreprises, et au nom du président Charles Marcola, et puis de l'équipe, qui est réduite mais efficace, Agnès, Denis, Richard et Alizé. Richard et Alizé étant les concepteurs et organisateurs des webinaires. Donc, bienvenue pour ce 12e webinaire. Davantage vous présenter notre experte d'aujourd'hui, faire une conférence sur la qualité de vie au travail. En tout cas, à tous, de tout l'espace du club, bonne fête, portez-vous bien et nous espérons vous voir à nouveau bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt, au revoir. Merci pour cette intervention et cette présentation et merci de me donner la parole aujourd'hui pour en effet parler d'un sujet qui est très important dans le contexte actuel. J'ai préparé une petite présentation qui permet de faire un fil conducteur dans ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis parce que ça permet de garder l'attention puisque les conditions de vous parler de choses importantes ne sont pas faciles. Hein. Nous sommes en webinaire pour des raisons évidentes, mais je crois que nous commençons tous à avoir une expérience de ces situations et que c'est de plus en plus facile. Alors, je vais activer et je vois que, voilà, pardon, hein, je vais juste essayer d'activer. Je suis, pardon, voilà, c'est un problème technique. Ah voilà, ça y est. Pardon. Donc, bonjour, bienvenue, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quoi en fait? C'est qu'on peut être confronté pour le moment, et j'y reviendrai dans le contexte actuel qui est tout à fait particulier, à des comportements qu'on peut ne pas comprendre, que ce soit de la part de nous-mêmes, mais aussi de la part de nos collaborateurs. Et l'objectif finalement de cette petite discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est d'évoquer avec vous les mécanismes émotionnels, le type d'émotion qu'on est susceptible de ressentir pour le moment, et donc les comportements qu'on est susceptible de poser en réponse à ces émotions. Et en quoi, finalement, le fait d'être envahi par ces émotions et de poser des comportements inhabituels peut causer des risques, que ce soit pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Et bien sûr, en fin de présentation, l'idée, c'est également de vous écouter. Et pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie d'évoquer des situations ou des questions qu'ils auraient, eh bien de partager ensemble suite à la présentation que j'aurai faite. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de couvrir toutes les questions que tout le monde voudra poser ou les commentaires que tout le monde voudra faire. Et bien sûr, mes coordonnées sont disponibles et on peut reprendre contact après si vous avez des situations que vous souhaitez évoquer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Qu'est-ce qu'on a comme contexte? Le contexte qu'on connaît tous, mais qui a ceci de particulier qu'on a un contexte de crise que je vais appeler externe, couplé potentiellement avec un contexte de crise que je vais appeler interne. Alors, le contexte de crise externe, c'est celui qu'on connaît, c'est-à-dire une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Et ce contexte, il nous est imposé, on ne l'a pas choisi, et il nous impacte tous dans notre vie personnelle, ça c'est certain, mais potentiellement aussi dans notre vie professionnelle. Alors, même si certains d'entre nous n'ont pas de problème économique particulier dans cette crise, donc ne font pas face en plus à un risque économique interne, il n'empêche que tout le monde a dû changer de façon de travailler. On a été sommé de mettre en place des organisations du travail nouvelles, sans en avoir été prévenu. On a tous dû s'adapter lors du premier confinement de manière brutale et soudaine. Et donc, on a dû faire face à un changement, j'insiste, subi et pas du tout choisi.
Et donc, on a cet empilement d'un double contexte qui peut être plus ou moins grave en fonction de où on en est au niveau personnel, mais également au niveau professionnel. Et donc, ce qu'on observe finalement, c'est que ces contextes que j'appelle des contextes aggravants ont pour effet que ce qui s'autorégulait avant ne s'autorégule plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans un collectif de travail, alors on va principalement parler de la qualité de vie au travail, donc je vais principalement parler de ce qui se passe au travail. Mais bien sûr, on peut imaginer que ça se passe aussi au niveau de la vie personnelle. Donc, dans un collectif de travail, bon an, mal an, on fonctionne bien avec ses collègues. On a appris à faire face à certains dysfonctionnements parce qu'aucune organisation n'est parfaite, la perfection n'existant pas. Et donc, on a mis en place des comportements régulateurs. On sait bien qu'avec tel collègue, on s'entend mieux, avec tel collègue, on s'entend moins bien. Mais en gros, on manage. Quand on subit un contexte de crise, tout d'un coup, c'est comme si on avait un arrêt sur image. Et donc, ce qu'on supportait ou qu'on autorégulait avant, tout d'un coup, est questionné. Est questionné par soi-même et éventuellement par ses collègues. Et donc, des automatismes qu'on avait mis en place, que ce soit au niveau interactionnel pour mieux s'entendre avec ses collègues ou pour mieux faire fonctionner le collectif, mais ça peut être aussi par rapport aux adaptations qu'on doit faire dans le travail. Vous savez bien qu'on a tous des procédures à suivre dans le cadre du travail, des organisations, des tâches à effectuer. Entre ce qui est prévu et on va dire, comme les professionnels, ce qui est prescrit et le travail réel, il y a toujours une marge. On n'est jamais dans les conditions dans lesquelles on devrait être de manière idéale. Donc, on s'adapte et on fonctionne quand même. Et ça s'appelle de l'autorégulation. Eh bien, en contexte de crise, ces mécanismes autorégulateurs individuels et collectifs peuvent se gripper. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, apparaissent des risques. Des risques qu'on peut avoir pour les personnes, les collaborateurs, tous les collaborateurs, y compris les managers en tant que collaborateurs, y compris les dirigeants d'entreprise. Et on verra après quel type d'émotions et quel type de problèmes on peut avoir. Et qui vont donc augmenter la souffrance au travail et l'incompréhension qui peuvent conduire à des actes dramatiques. On a aussi des risques pour les managers qui sont à la fois collaborateurs et managers, c'est-à-dire qu'ils encadrent des personnes, notamment en termes de pression accrue pour implémenter les nouveaux processus, pour implémenter les nouvelles organisations du travail, pour faire fonctionner les collectifs, alors que personne n'a été préparé à ce qui se passe. Et les collaborateurs aussi attendent beaucoup des managers. Ils attendent du support, du coaching, du réconfort. Donc, c'est une pression accrue pour les managers. Et pour l'entreprise en général, on a aussi un risque accru qui peut se traduire sous la forme d'une dégradation du climat de travail, des arrêts de travail en cascade, de l'absentéisme, de la désorganisation, de la perte de compétitivité. Donc, tout ça est très embêtant parce que dans un contexte où, idéalement, on devrait être en capacité d'être super agile, d'aller vite, de s'adapter et de travailler tous dans le même objectif, même si cet objectif change tout le temps, mais en tout cas d'être adapté, eh bien, malheureusement, et comme un paradoxe, il se peut que ce soit exactement l'opposé qui se passe. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Comment est-ce que tout ça se traduit? Globalement, ce qu'on va pouvoir voir dans les collectifs, c'est que les gens vont déjà parler d'une perte de repères. Encore une fois, on a une perte de repères au niveau contexte externe, puisqu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, avec très peu de visibilité d'ailleurs sur quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Je fais juste une aparté, ça s'est vu beaucoup entre le confinement numéro 1 et le confinement numéro 2. Le type de problématiques que les personnes remontent sont différentes entre le confinement numéro 1 et le confinement numéro 2. Ce qui est très verbalisé pour le moment depuis le confinement numéro 2, c'est
j'ai le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, du coup, ça me pose des problèmes. Je ne sais plus comment organiser ma vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce que j'ai une perte de repère. Et donc, des questionnements par rapport à sa vie, par rapport au sens de sa vie, mais aussi par rapport à sa vie professionnelle, par rapport au sens de la vie professionnelle, par rapport au sens de l'activité qu'on fait. Et donc, tout ça peut générer des émotions envahissantes. Et ces émotions envahissantes, elles diffèrent d'une personne à l'autre. Alors, bien que je vais vous parler de manière assez générale, puisque je vais vous évoquer un certain nombre d'émotions qui peuvent arriver, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on est tous différents par rapport à ça. Et on va tous réagir potentiellement différemment par rapport à ces émotions. Donc, certains d'entre nous vont ressentir des choses, d'autres rien du tout. Et il faudra essayer de pouvoir interagir avec chacun. Mais donc, ces émotions vont être produites par ce qui est en train de se passer. Et donc, et on va le voir par rapport au processus émotionnel, par rapport à ces émotions, on va tous poser des comportements qui sont des réponses à ces émotions. Et ces comportements, ils peuvent être aussi différents d'une personne à l'autre, ce qui rend du coup difficile la compréhension du collectif. Donc l'objectif finalement de cette petite discussion, c'est aussi de vous évoquer un certain nombre de comportements qui peuvent être posés en réponse à des émotions, que soit vous-même expérimentez, soit vos collaborateurs expérimentent, mais ça va vous donner des clés de lecture pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et donc potentiellement d'apporter une réponse adaptée. Alors, en gros, le processus émotionnel, c'est quoi? Le processus émotionnel, c'est un processus involontaire. C'est super important de comprendre que c'est involontaire, c'est-à-dire non contrôlé. Le processus émotionnel se met en place indépendamment de notre volonté. Et l'objectif de ce processus, c'est de nous donner des informations qui vont nous aider pour la prise de décision et pour poser des comportements adaptés. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai un rendez-vous extrêmement important, très très important pour ma vie professionnelle. Il a été pris depuis au moins un mois, je l'ai super bien préparé, j'ai bien regardé quel itinéraire je dois prendre pour m'y rendre. J'ai tout réglé, tout préparé. Je me suis assurée que je pourrais arriver en temps et en heure à ce rendez-vous, qui est très, très important pour moi. Donc, je termine mon petit déjeuner, je suis prête, je sors et je vais dans ma voiture pour pouvoir me rendre à ce rendez-vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paf, ma voiture ne démarre pas. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Je vais avoir tout d'un coup un envahissement émotionnel pas du tout contrôlé, qui peut se traduire notamment par des manifestations physiques. Je vais avoir le cœur qui bat beaucoup plus vite, potentiellement une montée de chaleur, je vais devenir toute rouge, et je vais avoir des types d'émotions qui vont se mettre en œuvre pour me permettre de passer à l'action rapidement. Et quel type d'émotion potentiellement? L'anxiété, la surprise, l'anxiété, la montée de stress et potentiellement la colère. Alors, l'anxiété, pourquoi? Parce que ce rendez-vous est extrêmement important pour moi et tout d'un coup, je me dis, zut, je ne vais jamais y arriver. Donc, potentiellement, je vais être face à un échec. Et la colère, pourquoi? Parce que, on le verra plus tard, mais la colère, c'est la manifestation d'impuissance. Et en fait, malgré que j'avais tout préparé, eh bien, je suis face à des conditions qui sont indépendantes de ma volonté et que je n'arrive pas à régler. Donc, soit les choses se passent bien, je ne suis pas trop envahie par les émotions et je suis en capacité de réagir en fonction de la situation à ce moment-là. Et justement, il se fait que mon mari est à la maison, qui n'a pas encore pris sa voiture, je fonce, je lui dis j'ai besoin de ta voiture, il me la donne, tout se passe bien, j'arrive à temps au rendez-vous. Soit ça ne se passera pas bien et l'émotion va être tellement envahissante que je ne vais pas pouvoir faire appel à la raison et je ne vais pas pouvoir mettre en place une conduite appropriée. Et donc,
En fonction de ce qui se sera passé avant pour moi le matin, potentiellement, je me serai disputé avec mes enfants parce qu'ils ne se prépareront pas à temps, ils vont être en retard à l'école. Bref, j'aurai déjà un niveau émotionnel chargé avant d'entrer dans la voiture. Et potentiellement, je peux mettre en place des comportements qui seront inappropriés par l'enjeu, au regard de l'enjeu. Je peux commencer à être pris de panique en me disant « zut, je ne vais jamais y arriver, c'était super important, je suis face à l'échec », voire commencer à ruminer, à être en colère, ça y est, j'en étais sûre, c'est toujours la même chose, je suis maudite, etc., etc. Et poser un comportement inapproprié qui va être un comportement de retrait. Donc, je vais sortir de ma voiture, je vais renoncer, je vais abandonner, je vais rentrer chez moi et donc, je vais créer un problème plus important. Donc, ce qui est important dans ce que je viens de vous dire, c'est que quand on est envahi par les émotions, on n'est pas accessible à la raison. Donc, on a beau essayer de se raisonner, ou nos collaborateurs, ou nos collègues, ou nos conjoints, ou notre famille a beau essayer de nous raisonner, plus on essaye de nous raisonner, plus l'émotion grandit et moins on est en capacité d'entendre et d'écouter les arguments rationnels. Il faut donc d'abord dégonfler la baudruche émotionnelle et donc retrouver un accès à la raison et à la cognition. C'est très très important de comprendre ça parce que, comme vous le savez, on parle souvent de « je dois contrôler mes émotions », je ne dois pas ressentir d'émotions. Tout ça, ça ne marche pas puisque c'est un processus involontaire et incontrôlé. Par contre, ce qui marche, c'est en effet de contrôler les comportements quand on est de nouveau accessible à la raison. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on rencontre beaucoup comme émotion dominante? La première, c'est la peur, l'anxiété, la peur, le stress, la panique, qui est tout à fait logique, extrêmement logique. Comment ça se fait qu'on est face à ça? Parce qu'on est dans un environnement complètement inconnu et risqué. Risqué par rapport au niveau sanitaire, mais aussi risqué au niveau économique et aussi risqué au niveau social. Donc, il est tout à fait logique et sain de ressentir de la peur. Le phénomène de peur, c'est un phénomène protecteur. Quand on est face à un danger, on a peur et donc on rentre dans un comportement d'évitement. Et la plupart du temps, ce comportement d'évitement, il est approprié. Je passe sur un précipice, ça me fait peur, je vais essayer de m'en écarter. Je vais donc éviter de me pencher. Heureusement, ça va me protéger. Mais il arrive que certaines fois, ça devienne contre-productif. J'ai peur de mon chef, je l'évite. Je lui donne de moins en moins de visibilité sur ce que je fais. Je ne vais pas aux réunions. J'annule les rendez-vous. Et donc, je fais quoi en faisant ça? J'aggrave mon problème avec lui et j'ai de plus en plus peur de lui. Donc, le comportement qu'il va falloir poser par rapport à ça, c'est exactement l'inverse. Il va falloir arrêter d'éviter de se confronter et il va falloir commencer à se reconfronter, mais petit à petit, en faisant des petits objectifs qui nous permettent de progressivement regagner confiance en soi. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en tant que chef, si vous avez un collaborateur qui vous évite sans arrêt, peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est « tiens, pourquoi est-ce qu'il m'évite? Peut-être que je lui fais peur. » Donc, on va pouvoir entrer dans un dialogue et essayer de résoudre le problème. Deuxième émotion qu'on rencontre beaucoup pour le moment, la colère. Je suis terriblement en colère. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ce confinement 1 et 2. J'en ai ras-le-bol des privations de liberté. J'en ai ras-le-bol de faire du télétravail. J'en ai ras-le-bol qu'une partie de mon équipe soit en télétravail et l'autre en présentiel. J'en ai assez de devoir tout le temps m'adapter. Et du coup, je suis agressif. Je dénigre.
Je dénigre le gouvernement. Je dénigre les autorités sanitaires. Je trouve que tout le monde est nul, personne n'est à la hauteur. Je suis agressif avec mes collègues. Je suis agressif avec mon chef. Je suis agressif avec mes enfants. Je suis agressif avec les gens dans les magasins. J'en peux plus. Je suis en colère. Pourquoi? Parce que je suis impuissant et impuissante. Je suis impuissant et impuissante à changer la situation qui m'embête et qui a un impact sur ma vie. J'avais des projets. J'ai été obligée de renoncer à mes projets alors que ce n'était pas moi qui les choisi. Et potentiellement, mon entreprise ne va pas bien. Et ce n'est pas de notre faute. Donc, je suis aussi en colère. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir identifier les personnes en colère autour de soi, voire même l'identifier pour soi-même? L'agressivité, hein, les propos agressifs, le dénigrement et les conflits. Les conflits dits improductifs. Il y a deux types de conflits. Il y a des conflits productifs et des conflits improductifs. Les conflits improductifs, c'est ceux qui ne cherchent pas à résoudre un problème. C'est ceux qui font juste état de « je ne vais pas bien » et donc je critique tout le monde, je m'attaque à tout le monde. Donc, deuxième émotion. Bon, et tout ça n'est pas séquentiel. Hein. Tout ça se met en œuvre dans un tohu-bohu. Troisième émotion qu'on rencontre ici, la tristesse. Je suis triste parce que j'avais des projets, j'ai dû renoncer. Je suis triste parce que ma vie a changé alors que je ne le voulais pas. Je suis triste parce que j'ai des décès dans ma famille. Je suis triste parce que je me sens dans un état où je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de capacité à réagir et ça me rend encore plus triste. Et donc, je me replie sur moi-même, je vois de moins en moins de personnes. Alors évidemment, avec le confinement, on ne pouvait plus en voir, mais même à distance. Je fuis les autres, je ne veux plus parler à mes amis par téléphone, je n'ai pas envie de dire que ça ne va pas et je renonce. Donc on a cette espèce de trio émotionnel qui est très important pour le moment et qu'il est bon de connaître parce que ça va vous permettre potentiellement de comprendre mieux ce que vous-même pouvez ressentir, mais surtout de vous mettre en rapport avec vos collaborateurs et de pouvoir entrer en discussion avec eux par rapport à ça. Alors, on a une dernière émotion qui peut être intéressante et qui existe, qui est « je vais bien, je me sens en forme, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très excitée par ce qui arrive pour le moment, ça me donne des nouvelles opportunités. Et donc, qu'est-ce que je vais poser comme comportement? Eh bien, je vais rechercher les situations qui me stimulent de cette manière-là. Donc, c'est plutôt une émotion intéressante à avoir. Attention, ça peut être intéressant dans les mécanismes d'addiction. Certains mécanismes d'addiction qui sont la recherche de plaisir tout le temps plus fort, eh bien, on va rechercher tout le temps plus de plaisir, donc on va mettre en place une addiction qui va nous donner ce plaisir. Ça permet de nous faire décrypter certains comportements de certains collègues qui potentiellement travaillent jour et nuit, par exemple. On ne peut pas les arrêter de travailler. Et donc, c'est peut-être aussi parce que ça leur donne du plaisir et qu'ils recherchent du plaisir et donc ils vont travailler tout le temps plus. Alors ça peut être intéressant jusqu'à un certain point. Ça peut évidemment accroître les risques d'épuisement professionnel. Et puis surtout, quand on est manager de larges équipes et qu'on a tendance à être dans la surstimulation en termes d'intensité des tâches et d'intensité des challenges, on peut aussi impacter nos équipes de manière importante et créer des conditions qui sont favorables à l'épuisement professionnel. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir conscience de tout ça. Donc, en gros, voilà, les mécanismes émotionnels auxquels on est confronté pour le moment, sachant qu'encore une fois, on va tous réagir de manière différente. Il y a des degrés par rapport à ça. Il est sain de ressentir des émotions, il est important de ressentir des émotions parce que ça nous donne des informations très importantes pour nous permettre de prendre des décisions et de produire les comportements appropriés pour résoudre des problèmes. À certains moments, ces émotions nous envahissent et nous font poser des comportements qui s'avèrent contre-productifs. Toutes les sociétés humaines partagent les mêmes émotions. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne des clés de compréhension par rapport aux autres. Dans un collectif professionnel,
ça peut être des façons de repérer des problématiques et des problématiques de collectif qui ferait qu'on n'arriverait pas à arriver à avoir les comportements appropriés au niveau collectif et donc qu'on n'éviterait pas les risques psychosociaux, mais pas uniquement, également les risques d'efficacité économique et d'adaptation au changement pour l'entreprise. Il me reste une chose à présenter, puis je vous laisserai la parole pour poser des questions et pour commenter. Et donc, vous allez me dire, bah, tout ça, c'est bien gentil, mais alors, on fait quoi? Eh bien, d'abord, tout ça ne se résout pas, on n'a pas de baguette magique. Hein, ça, si on avait une baguette magique, ce serait extraordinaire, mais on peut mettre des choses en place. Alors, grosso modo, on a 4 volets qu'on peut activer de manière structurée. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de diagnostiquer, c'est-à-dire où en est-on dans notre entreprise, dans chaque organisation. Est-ce qu'on a une bonne compréhension de l'état dans lequel sont les collaborateurs aujourd'hui? Est-ce qu'on leur a demandé? Est-ce qu'on a pris le pouls des collaborateurs? Est-ce qu'on leur a demandé individuellement, collectivement? Est-ce qu'on a fait des groupes de travail? Est-ce qu'on a sensibilisé et formé nos managers à demander aux personnes comment elles vont? Parce que ça ne s'improvise pas, hein, tout ça. On peut aussi avoir peur de demander aux gens comment ils vont parce qu'on va avoir peur de leur réponse et qu'on va avoir peur de ne pas savoir répondre au problème. Et c'est tout à fait logique et normal. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui font sens dans vos organisations. Mais en tout cas, faire comme si de rien n'était, c'est vecteur de plus gros problèmes. Donc, je pense qu'il faut acter qu'on a un contexte compliqué et que c'est normal et logique qu'on ait des réactions qui soient différentes de d'habitude. Et donc, c'est important pour l'entreprise de prendre le pouls. Ensuite, il est très important de communiquer régulièrement, d'informer les collaborateurs et aussi de former et de sensibiliser et les collaborateurs et les managers. Souvent, on a des entreprises et des directions qui me disent « ben oui, mais je ne vais pas informer parce que je ne sais pas ce qui va se passer ». Ou bien, on est en plein milieu d'une transition, d'une réorganisation et là aussi, on est en plein milieu et donc on ne peut pas informer puisqu'on n'est pas au bout. Alors oui, bien sûr, c'est un risque, mais c'est très intéressant d'informer les collaborateurs au fur et à mesure parce que ça va leur permettre d'entrer dans le bateau et de continuer à être dans le bateau collectivement. Et ça peut être aussi intéressant de leur demander leur avis de manière structurée. Ce qui serait une façon de prendre leur pouls, mais aussi de voir avec eux si des solutions qu'on met en place ou des organisations du travail qu'on met en place sont opérationnelles ou pas, ou créent plus de problèmes. Et c'est très important de former les managers. On a vu en début de présentation qu'ils sont sous pression accrue. Il faut impérativement qu'ils ne se sentent pas seuls par rapport à ça. Donc, c'est important de les former, de les sensibiliser à ce qui se passe et de leur donner accès à des outils qui leur permettent de continuer à manager leurs équipes le mieux possible. C'est important de communiquer de haut en bas, mais c'est très important de communiquer de bas en haut aussi. Donc, on est de nouveau dans prendre le pouls. Il faut pouvoir avoir des moments où les personnes s'expriment dans tous les niveaux de l'organisation et font face de leurs difficultés individuelles, mais aussi collectives. C'est important de demander aux équipes comment est-ce que ça va, qu'est-ce qui est difficile pour le moment dans le travail, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Alors, dans certaines organisations, c'est important de mettre en place des accompagnements plus structurés pour les collaborateurs. Moi, pour le moment, j'ai assez bien de permanences psychologiques qui sont proposées aux collaborateurs. Vraiment, c'est important. Même si on a un faible pourcentage de personnes qui font appel à ce qui est proposé, pour ces personnes-là, c'est vraiment important. On évite un certain nombre de problèmes et on met en place
des lieux sécurisés où les personnes peuvent faire part de ce qui se passe pour elles de manière émotionnelle et qu'elles n'arrivent pas à gérer et dont elles n'arrivent pas à parler. Parce que ce qui se passe, c'est que les personnes ne se reconnaissent pas, voire même ont honte de ce qui leur arrive. Et quand on a honte de ce qui nous arrive, on tend à ne pas en parler. Et moins on en parle, pire ça devient. Donc ça peut être intéressant de mettre en place aussi des permanences psychologiques. Et puis, ce qui est très, très important, c'est de remobiliser le collectif. Alors, pourquoi j'ai mis « re » parce qu'en fait, comme tout a changé, qu'on a une perte de repères et qu'on est obligé d'être super créatif et innovant, il faut créer les conditions qui vont permettre au collectif d'être créatif, innovant et apaisé. Et donc de se remobiliser et d'accroître sa résilience. Et pour ça, c'est vraiment intéressant de travailler en groupe, en atelier. Alors, j'ai mis des groupes de managers, mais il n'y a pas que des groupes de managers à faire. On peut aussi faire des groupes métiers et faire réfléchir les collectifs sur ce qu'il faut faire pour le moment, pour continuer à être efficace et à avoir une qualité de vie au travail qui soit acceptable dans les conditions actuelles. Et les groupes de managers sont vraiment intéressants. Ces groupes se réunissent régulièrement, travaillent sur des situations et des problèmes et trouvent ensemble les moyens de résoudre ces problèmes. En plus, ça accroît les liens entre les personnes et ça accroît l'efficacité organisationnelle. Donc, avec ce plan en 4 volets, il est possible de diminuer les risques et d'améliorer la qualité de vie au travail dans le contexte actuel. Mais encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un outil plug and play, il faut y travailler. Et il faut l'adapter à chaque organisation en fonction de sa problématique actuelle. Voilà, c'est ce que je voulais en gros vous dire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et donc, je souhaiterais vous laisser la parole. Alors, j'ai identifié une question, mais ça peut être une autre, bien sûr. Est-ce que vous-même avez-vous observé un changement en vous, que ce soit au niveau individuel et ou au niveau collectif, en termes de comportement, en termes d'émotion, et est-ce que vous avez mis en place des stratégies qui ont été efficaces pour que ça aille mieux? Mais c'était juste une question comme ça. Vous pouvez aussi évoquer tout type de commentaires ou questions qui seraient importantes pour vous. Voilà. Merci Cécile. Il y a effectivement des questions qui nous sont parvenues. Je vais commencer par la première. Le travail doit reprendre en présentiel dans mon entreprise à la rentrée. Que me conseilleriez-vous comme activité pour garder la motivation de mes salariés et les aider à faire face au manque d'activité, de divertissement suite au confinement? Bien sûr. Alors, effectivement, on a vu donc que la première chose à faire, ça va être d'accueillir toutes ces personnes. Alors, je ne connais pas la taille de votre entreprise, je ne sais pas le nombre de collaborateurs que vous avez et je ne connais pas la dispersion de sites éventuels que vous pouvez avoir. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait préparer à l'avance. Si vous avez des superviseurs de premier niveau et des managers, il faudrait préparer la reprise des collaborateurs avec ces groupes-là et vraiment organiser un échange de 1 ou 2 heures sur on fait le point. On fait le point, on prend le pouls, on pose des questions sur comment ça va, qu'est-ce que vous avez envie de partager, comment est-ce que vous appréhendez la reprise, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile, comment est-ce que vous voyez la suite des événements, qu'est-ce que vous avez comme question. Si vous avez un groupe, un comité de pilotage de qualité de vie au travail dans votre société, impliquez-les, c'est très important, et impliquez vos partenaires sociaux. Alors, il faudrait évidemment aller plus loin, mais c'est déjà un premier niveau de réponse. Mais en gros, c'est surtout, ne faites pas comme si de rien n'était et ne faites pas comme si on allait reprendre comme avant. Comme avant, ça n'existe plus. Donc, il va falloir s'adapter à ça et donc dialoguer. Voilà.
Êtes-vous ou avez-vous été confronté à des situations où la désagrégation d'une équipe semblait irréversible? Non. Je suis. Alors, moi, j'utilise une approche centrée sur les solutions. Donc, pour moi, il y a toujours des solutions. Alors, ça dépend par ce qu'on entend par irréversible. C'est-à-dire, si on veut garder l'équipe en l'état avant, parfois, il va falloir faire des aménagements. Donc, soit il va falloir faire des mobilités, soit il va falloir changer la manière dont l'équipe est organisée. Mais en tout cas, en fonction de… Soit des personnes vont souhaiter partir. Voilà, ça dépend ce qu'on entend par irréversible. Si on entend que l'équipe recommence comme avant, de la même façon, sans tenir compte des conflits potentiels qui ont eu lieu et des situations qui se sont passées, de toute façon, il faut travailler sur les problèmes, il faut adresser les problèmes. Et l'idéal, donc, c'est d'arriver à une solution qui convienne à toutes. Alors, ça ne va pas être la solution merveilleuse, mais ça peut être le minimum le dénominateur commun minimum entre chacun pour continuer à fonctionner. Comment gérer les phénomènes de sidération ou de peur que la situation sanitaire actuelle peut générer au sein des équipes de collaborateurs? Alors, surtout, ne pas minimiser. Ne pas minimiser et ne pas essayer de donner des solutions tout de suite. D'abord, se mettre à la place de l'autre. Tu as peur, tu es sidéré, tu as de bonnes raisons d'avoir peur, tu as de bonnes raisons d'être sidéré. Il faut m'en parler. Qu'est-ce qui te sidère? Qu'est-ce qui te fait peur? Vraiment essayer de faire verbaliser à la personne son ressenti. Une fois que la personne a verbalisé son ressenti, proposer de l'aide. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et bien être conscient de ses limites. Hein, on n'est pas tous psychologues du travail et on n'est pas tous formés. Donc, le premier niveau de support, c'est l'accueil et donner la possibilité à la personne de verbaliser. Ensuite, si la personne est vraiment dans un état de panique et qu'on sent bien que ça ne fait qu'empirer, il faut se tourner vers des réseaux de professionnels. C'est important. Et des réseaux de professionnels, ça peut être soit des permanences, le médecin du travail, bien sûr, l'infirmière du travail, l'assistante sociale du travail, enfin, pardon, je les ai tous mis au féminin, mais bien sûr, ça peut être des hommes, qui sont un premier niveau. Les ressources humaines, c'est un deuxième niveau. Si vous avez la chance d'avoir un comité de pilotage à l'intérieur qui s'occupe de la qualité de vie au travail, c'est un troisième niveau. Et puis ensuite, des experts ou des spécialistes comme moi. Si vous avez dans votre entreprise des personnes ou un certain nombre de personnes dont vous pensez qu'ils ont ces émotions invalidantes, ils subissent ces émotions invalidantes, il peut être intéressant de penser à des dispositifs d'aide psychologique et des permanences psychologiques. Ça peut vraiment être une aide pour désamorcer. Mais avant d'en arriver là, première chose, accueillir l'émotion, ne pas rationaliser, ne pas minimiser, écouter, reformuler, laisser verbaliser aux personnes et ensuite commencer à proposer un premier niveau de support. Comment réaliser un diagnostic préalable à la mise en œuvre d'un projet de QVT en entreprise? Eh bien, c'est vraiment un travail qui est basé sur la réalité des problématiques que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de commencer à réfléchir sur vos propres indicateurs que vous avez déjà. Et ensuite, faire appel à un expert, c'est mieux parce que les experts ont des méthodologies qui peuvent vous proposer pour pouvoir analyser et problématiser votre réalité.
Mais c'est très important aussi de pouvoir impliquer différents types de métiers dans ce pré-diagnostic. Donc, former un groupe de travail qui représente différents métiers et différentes hiérarchies dans l'entreprise et commencer à travailler sur ce qu'on sait déjà de ce qu'on a comme type de problème dans l'entreprise. Et ce qui va être intéressant après, c'est alors moi je travaille avec 4 indicateurs là-dessus, mais d'établir vos propres indicateurs de qualité de vie au travail qui vont amener à des questions que vous allez poser soit à un échantillonnage de vos salariés, soit à la totalité de vos salariés, pour pouvoir faire ce diagnostic. Et ensuite, de pouvoir rentrer dans une méthodologie de plan d'action, de priorisation des améliorations à faire, etc. Mais là, on est déjà dans le diagnostic. Mais dans tous les cas, dans le pré-diagnostic, c'est vraiment regarder la situation que vous avez de manière détaillée, avec différents types de métiers qui vous remontent différents types de problématiques, et en vous appuyant sur différents types d'expertise présents au sein de l'entreprise et avec les experts avec lesquels vous travaillez. Donc, deux questions qui se recoupent. La QVT de l'entreprise est-elle durable? Et si oui, comment pérenniser la démarche suite à cette crise sanitaire? Et la deuxième question, quel changement majeur dans la QVT vous paraît durable suite au confinement? C'est difficile de parler en général parce qu'encore une fois, chaque situation est vraiment particulière. Et la clé justement de qualité de vie au travail durable, c'est qu'elle soit le mieux adaptée et le plus personnalisée à chaque situation et à chaque problématique. Mais il y a quand même 2-3 choses. Alors, la qualité de vie au travail, on n'en sort jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus, un mécanisme, des projets qui doivent être sans cesse suivis, améliorés, repensés, parce que c'est un élément clé d'abord de la performance individuelle et collective. Et puis, soit dit en passant, c'est aussi une obligation légale. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le principal facteur. Ce qui est important, c'est que, en fait, bien-être au travail et qualité de vie au travail, ça donne des résultats. Donc, rien que pour ça, c'est très intéressant d'y investir du temps et de l'énergie. Donc, il faut faire vivre une qualité de vie au travail dans l'entreprise et il faut l'adapter aux nouvelles situations. Et évidemment, en effet, et la deuxième question en fait bien mention, la qualité de vie au travail dans ce contexte-ci est encore plus importante. Donc, ça doit être une démarche pérenne dans une entreprise avec des personnes en charge. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes en charge de la qualité de vie au travail changent dans l'entreprise. Parce que comment est-ce qu'on pérennise ce genre de démarche? C'est en impliquant chacun à son niveau dans l'organisation. Les collaborateurs, il faut qu'ils soient impliqués aussi. La qualité de vie au travail, c'est une responsabilité de l'entreprise et de la hiérarchie, mais c'est aussi une responsabilité individuelle. Et il faut pouvoir responsabiliser chaque collaborateur pour qu'il se prenne en charge aussi dans son bien-être et dans sa qualité de vie au travail. Mais il faut mettre en place les conditions pour que ça lui soit possible. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir créer des réseaux d'agents, entre guillemets, de qualité de vie au travail dans l'entreprise, des référents auprès desquels les personnes puissent s'adresser et qui commencent à être informées, sensibilisées et opérationnelles sur ces questions-là. Et pour ne pas que ce soit toujours sur les mêmes épaules, sur les épaules de chaque personne, c'est intéressant de pouvoir changer ces réseaux de manière régulière et de pouvoir leur permettre d'être formés et informés et sensibilisés pour que, in fine, on ait vraiment un roulement dans ces référents dans l'entreprise et qu'on ait une culture qui se diffuse lentement mais sûrement sur ces questions-là. Mais ces questions, elles ne sont pas théoriques, elles sont vraiment pratiques. Donc, il faut remettre les indicateurs et les plans d'action qui ont été décidés en question de manière régulière et surtout, il faut vérifier qu'on atteint les résultats escomptés.
Et donc, dans cette période actuelle, qu'est-ce qui est important de faire? Je pense que un des éléments clés, mais pas que de la qualité de vie au travail, je pense que c'est vraiment même pour la survie économique de l'entreprise, ça va être la question du sens. Comment est-ce que, en tant que collectif d'entreprise, je vais mettre du sens dans la vie professionnelle de mes collaborateurs, dans la façon, dans le pourquoi ils travaillent et dans la façon d'interagir entre eux. Dans un contexte actuel où on a une perte de sens importante parce qu'on a perdu nos repères, qu'on n'y comprend rien, qu'on n'y était pas préparé et qu'on le subit, comment est-ce que l'entité entreprise qui forme un collectif, qui forme une identité, va pouvoir travailler sur la question du sens et rassembler les collectifs autour de cette nouvelle mission, tout en la gardant bien au niveau adéquat. Ce n'est pas à l'entreprise d'apporter les réponses à tous les problèmes de société. Mais l'entreprise a un rôle à jouer aussi dans le fait d'apporter les réponses à des problèmes de société et donc à des problèmes individuels et collectifs. Donc pour moi, la question du sens de chaque entreprise est très importante. Et comment est-ce qu'on va remobiliser les personnes dans une espèce de continuité qui est tout le temps discontinue, puisqu'on doit sans arrêt faire face à de l'imprévisible, de l'inconnu et une certaine brutalité dans ce qui nous est imposé. Donc, il va falloir recréer du sens et de la résilience. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu qu'on a là, qui est déjà là, en gros, en termes de qualité de vie au travail, j'entends. Nous sommes presque arrivés au terme de ce webinaire. Je vous propose une dernière question. Suite aux 2 premiers confinements, en tant que manager d'une équipe de 7 personnes, je me pose des questions face à la viabilité du travail hybride qui comprendrait 2 jours à domicile et 3 jours à l'entreprise. Quels seraient vos conseils? Il faut tester déjà. Il faut tester, voir si ça marche et donc réactiver. Enfin, je veux dire, et réactualiser si nécessaire. Tester et informer les collaborateurs qu'on va se tester. Et je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez dit « je me pose la question ». Eh bien, c'est super. Vous allez aussi leur poser la question. Donc, vous allez leur dire, voilà, vous allez leur dire exactement la même chose. En tant que manager, je me pose la question de l'organisation de travail hybride. J'ai identifié un certain nombre d'avantages à mettre en place de l'organisation hybride et un certain nombre d'inconvénients. Je voudrais pouvoir tester avec vous ces avantages et ces inconvénients. Nous allons donc essayer, et vous allez déterminer vos indicateurs. On va regarder si ça marche, et si ça ne marche pas, eh bien, on changera. Donc, vraiment impliquer les collaborateurs, parce que vous ne pouvez pas tout savoir, ce n'est pas possible. Donc, vous allez devoir tester. Par contre, une organisation du travail hybride, ça me paraît intéressant. Ça me paraît très intéressant parce que ça permet de garder du collectif et du collectif en présentiel. C'est très difficile d'animer du collectif uniquement en distanciel. Il y a un certain nombre de problématiques qui se posent. On a beaucoup plus de lenteur, je trouve, sur le fait de la lenteur dans le collectif. On peut avoir une plus grande célérité au niveau individuel sur des dossiers, mais au niveau du collectif, je trouve que c'est plus compliqué et plus lent. Donc, il faut s'assurer que quand on se voit en présentiel, ça sert pour travailler sur les sujets collectifs et qu'on utilise le temps du présentiel qui nous est octroyé pour vraiment travailler sur les problématiques d'équipe. Tandis que le temps en distanciel, il peut être plus dédié à travailler sur des dossiers, préparer des réunions ou éventuellement faire des one-to-one, mais vraiment différencier les 2 parties. Le temps sur une semaine de 5 jours, si vous faites 2 jours en présentiel, 3 jours en distanciel, les 2 jours en présentiel, ce serait vraiment super que ce soit dédié à tout ce qui est la problématique d'équipe et le travail d'équipe, l'amélioration des processus, l'amélioration de ce qu'on fait, l'innovation, la créativité, etc. Et les 3 jours en distanciel, plus sur du travail qui
qui suscite de la réflexion, du calme et qui a moins besoin d'interaction avec les autres ou avec l'outil de travail qui est sur site. Mais encore une fois, ça, ce sont des généralités. Il faudra le tester et il faudra voir ce qui est adéquat dans votre entreprise. Eh bien, merci Cécile pour ce partage et cette vision sur les enjeux de la qualité de vie au travail et les différentes voies pour favoriser les initiatives, pour repenser le contenu du travail et répondre aux aspirations et aux attentes des salariés. On comprend que les concepts de QVT et de bien-être sont réellement au cœur des préoccupations des entreprises dans le contexte complexe tel que nous traversons aujourd'hui. Merci également à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous du club. Vous étiez encore nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Nous espérons que ce sujet vous a permis d'appréhender les questionnements que se posent les entreprises, les actions à mettre en œuvre pour appréhender la qualité de vie au travail et à engager au mieux les collaborateurs dans ce contexte particulier. Vous pouvez, comme vous l'a proposé évidemment Cécile, soit via le site Steiner & Co, soit celui de la compagnie RH ou tout simplement son email, prendre attache avec elle pour poursuivre ces échanges. Et bien, dans l'attente du plaisir de vous accueillir à nouveau en ce début d'année, nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup à tous.